Alors cette année, dans le cadre de Histoire et philosophie de la physique à l'Université populaire, je vous propose une série de 5 cours sur le thème Atomes et énergie, la bombe atomique. Aujourd'hui, dernier cours. Je vais reprendre brièvement le sujet de ma 3e intervention consacrée au projet Manhattan, le développement de la bombe atomique aux États-Unis, mais sous un angle complètement différent, celui du responsable scientifique Robert Oppenheimer. Donc je vais commencer par retracer la biographie avant-guerre. Je vais aussi m'intéresser aux positions philosophiques, voire politiques, d'Oppenheimer, mais aussi de quelques autres physiciens de cette époque. Donc aujourd'hui, le 5e et dernier épisode, Science, armement et responsabilité, Robert Oppenheimer, 1942, directeur scientifique de la construction de la bombe à Los Alamos, 1954, procès pour espionnage communiste. Alors commençons par des éléments biographiques du personnage central de l'épisode. Julius Robert Oppenheimer est né à New York le 22 avril 1904. Son père, prénommé Julius, d'origine juive allemande, était arrivé aux États-Unis en 1887 à l'âge de 16 ans pour travailler dans une petite entreprise commerciale de tissus fondée par des cousins, eux-mêmes venus une quinzaine d'années plus tôt. Le père d'Oppenheimer, il va faire même une certaine fortune à la tête de sa propre compagnie d'importation de tissus. Il se marie en 1903 avec Ella Friedman, également d'origine juive allemande, mais d'une famille arrivée aux États-Unis depuis plusieurs générations. Robert est leur premier enfant. Ils en auront un deuxième qui décède en bas âge, puis un troisième, Frank, né en 1912, qui sera également physicien et travaillera aussi au projet Manhattan. Robert Oppenheimer est d'un milieu aisé et peut faire des études sans aucune pression financière. Il se révèle très vite doué dans différents domaines, chimie, littérature, langue, en particulier français, etc. Mais il a un petit problème d'adaptation sociale, il a un caractère un peu difficile et il a pas mal, on va le retrouver tout au long de sa vie, d'arrogance. Alors il a une intelligence très supérieure à la moyenne et ça le rend parfois arrogant par rapport aux autres élèves. Il a parfois un peu de mal à s'adapter. Au printemps 1921, il prépare son entrée à Harvard. Harvard, c'est l'ancienne et prestigieuse université des États-Unis. Durant l'été, sa famille l'emmène en Europe, où il retourne dans le lieu de sa famille en Allemagne, et il a un intérêt pour la minéralogie, donc il va voir les mines de Bohême, etc. Mais il est d'une santé très fragile. Il tombe gravement malade pour plusieurs mois et doit repousser son entrée à Harvard où il n'arrivera que l'année suivante, en septembre 1922. Entre-temps, sa famille l'envoie se refaire une santé dans l'Ouest américain où il va découvrir les splendeurs sauvages. Il va même se mettre à faire du sport, ce qu'il ne faisait pas jusqu'à-là, mais enfin de l'équitation. Et c'est au cours d'une randonnée qu'il découvre la région de Los Alamos, qu'il proposera 20 ans plus tard comme lieu de laboratoire d'études et d'assemblage de la bombe. À Harvard, Robert Oppenheimer suit principalement un cursus de chimie, mais aussi quelques cours supplémentaires. À Harvard, on peut aller suivre d'autres cours, dont mathématiques bien sûr, mais littérature française et sanskrit. Alors il profite de l'importante bibliothèque d'Harvard pour augmenter ses connaissances aussi en physique. Il n'est pas inscrit en physique au début. Il étudie seul un certain nombre d'ouvrages, puis suit des cours sous la direction de Bridgman, qui est un physicien expérimentateur, mais aussi un philosophe des sciences. En juin 1925, Robert Oppenheimer est diplômé, alors c'est une maîtrise, on appelle ça Bachelor of Arts, en chimie. Bridgman le recommande à Rutherford, directeur du Cavendish de Cambridge. Oppenheimer part en Europe, il arrive en Angleterre en septembre 1925. Il va commencer des travaux expérimentaux. C'est un échec. Il n'est absolument pas doué pour tout ce qui est travail expérimental, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas.
Il s'adapte très mal à la vie d'étudiant de Cambridge, qui à cette époque-là est quand même une vie assez dure. Hein. Et il a même quelques accès de crise psychologique. Hein. Il doit se faire soigner, ses parents viennent le revoir. Enfin, c'est un peu compliqué. Alors, mais le passage en Angleterre n'est pas totalement négatif pour Oppenheimer, parce qu'il va rencontrer Fowler, qui est un théoricien, et il va surtout rencontrer un jeune théoricien qui s'appelle Dirac. Alors, on avait vu Dirac l'an dernier hein, dans la mécanique quantique, c'est un des maîtres, mais qui a à peu près le même âge que lui, hein, il est né en 1902, Dirac, et qui est déjà plongé dans la toute nouvelle mécanique quantique. À cette époque-là, la mécanique quantique, ça vient d'apparaître. Alors, cette orientation va être renforcée par un séjour et un accueil sympathique aux Pays-Bas, à Leiden, dans le groupe d'Ehrenfest. Alors, sur cette photo, on peut voir Ehrenfest derrière, Kamerlingh Onnes, qui est devant, et puis quelques étudiants, dont Dirac. Alors j'ai noté Oppenheimer, celui qui est à la droite d'Oppenheimer, c'est Dirac qui est venu aussi, et puis il y en a d'autres, alors qui sont connus pour ceux qui ont fait de la physique, hein, Kramers, Schmidt, Uhlenbeck, etc. Alors, la rencontre la plus décisive va être celle avec Max Born, qui est venu donner une série de conférences à Cambridge au printemps 1926. Born remarque les capacités d'Oppenheimer et l'invite à venir étudier à Göttingen dès la session de l'automne 1926. Et donc, Oppenheimer va à Göttingen. Alors, je vous rappelle qui est Max Born, on l'avait vu plusieurs fois, hein, c'est ce grand physicien de Göttingen qui est un des fondateurs de la mécanique quantique avec Heisenberg et Jordan en 1925. Alors ça, c'est une photographie d'une qualité moyenne, parce que c'est une photographie de famille, en gros. Hein, on voit Max Born au centre, et en fait, c'est lors d'une réception chez lui. Alors c'était la tradition à l'époque, hein, en Allemagne, on recevait chez soi, on recevait les étudiants, on recevait les jeunes collaborateurs. Born pratique ça à Göttingen, mais Planck, par exemple, le fait à Berlin, et c'est des moments très privilégiés pour les jeunes, évidemment. Alors on peut encore remarquer, ça c'est une coïncidence presque, la présence de Dirac. Alors Dirac, c'est celui, il y a un physicien japonais là, qui est assis sur la pelouse, là, et puis vous avez au-dessus, vous avez Dirac. Vous voyez qu'il y a des petits groupes qui se constituent. J'avais beaucoup parlé de Göttingen. Alors Oppenheimer arrive à un bon moment à Göttingen, parce que la mécanique quantique vient d'apparaître en 1925, justement, avec Heisenberg d'abord, et puis on l'avait vu, Heisenberg, Born, Jordan, pendant 1925. Et en 1926, c'est la deuxième forme de la mécanique quantique, qui est ce qu'on appelle la forme ondulatoire. Bon, c'est deux formes différentes, qui est construite par Schrödinger, qui est alors à Zurich, et qui fait ça pendant 1926. Et ces deux théories, ces deux façons d'aborder le monde de l'atome sont un peu concurrentes. Jusqu'au moment où on va montrer en 1927, et en particulier Dirac, qu'il s'agit de la même approche, du même phénomène, mais par des descriptions différentes. Une est plutôt ondulatoire, l'autre est plutôt matricielle, bon c'est des mathématiques, peu importe. Mais donc il y a une certaine compétition, si vous voulez, et il arrive à un moment très privilégié, puisque c'est une nouvelle théorie physique qui se met en place, en plus avec des compétitions, etc. Alors il est projeté dans cet espace, et il va dire un peu plus tard que ça a été une évolution décisive dans son orientation, comme il va le dire dans une conférence 27 ans plus tard. Quelque chose de très important se produisit, plus important pour moi que pour toute autre personne. Je commençais à avoir des échanges de vues, c'est-à-dire il sort de son isolement un peu, j'acquis graduellement un sens de la physique, et plus graduellement encore, un goût pour elle. Et on peut acquérir un goût pour la physique relativement tardivement, hein, puisque, bon, il est encore jeune, il a 23-24 ans, mais il n'a pas commencé par la physique, Oppenheimer. Alors Oppenheimer, il va se passionner, c'est un passionné, Oppenheimer. Quand il fait quelque chose, il a la chance de pouvoir travailler vite, c'est quelqu'un de très intelligent, il se passionne. Il rédige très rapidement une thèse qu'il soutient dès mai 1927. Ça a posé des problèmes administratifs. Il a fallu, je rigole, mais il a fallu que Born explique qu'il n'avait pas les moyens, il n'avait pas d'argent. Donc il fallait qu'il soutienne sa thèse. Alors quand on voit qu'il est d'une famille très riche, mais tout ça pour aller très vite. Et il va écrire d'ailleurs, sa thèse s'appelle, sur la théorie quantique des spectres continus, vous voyez, c'est dans la mécanique quantique. Hein. En un an, il va écrire aussi 7 articles
dont un avec Max Born. Et c'est l'article avec Max Born qui va le faire connaître, qui s'appelle « Sur la théorie quantique des molécules ». Alors Oppenheimer est entré avec enthousiasme dans le monde de la physique théorique et il va y rester pendant de nombreuses années. À l'été 1927, il retourne aux États-Unis et après un court passage par Harvard de quelques mois, où il ne se plaît pas trop, il va en janvier 1928 à Caltech. Alors le Caltech, c'est une université privée qui est assez récente, c'était fondée en 1870 par là, et ça veut dire California Institute of Technology, donc normalement technologique, mais il y a aussi de la physique fondamentale avec des grands physiciens, comme on peut citer par exemple Millikan, qui sera un prix Nobel, ou alors encore Tolman pour la physique statistique et quelques autres. Alors, Oppenheimer, donc il arrive à Caltech pour avoir un poste, et il accepte en même temps un deuxième poste en Californie, à Berkeley. Donc il travaille à deux endroits. Donc Berkeley, ça se trouve près de San Francisco. Pasadena, c'est près de Los Angeles. Et donc, il va négocier en plus, il y a toujours quelqu'un qui savait un peu négocier quand même, il négocie un retour en Europe pendant l'hiver 1928-29. Alors là, il va travailler, il aurait bien aimé retourner aux Pays-Bas, mais on lui conseille plutôt, Born, etc., d'aller à Zurich. Alors à Zurich, il va travailler auprès du jeune et brillant théoricien Pauli. Et en fait, Pauli venait juste d'arriver comme professeur. Il est du même âge que Oppenheimer, il est né en 1900. Mais Pauli, c'est quelqu'un d'extrêmement difficile, je veux dire. Et Born, comme Ehrenfest, pense que ça fera du bien à Oppenheimer d'avoir quelqu'un qui le secoue un peu. Et donc, mais il va très bien s'entendre avec Pauli. Et il dit, Oppenheimer, « Zurich fut une période extrêmement productive. Je devins non seulement respectueux, c'est intéressant, mais aussi très proche de Pauli et j'appris beaucoup à ses côtés. » Alors, tous les gens qui ont travaillé avec Oppenheimer, comme Pauli, comme Born, etc., le trouvent extrêmement intelligent au niveau des idées, au niveau, etc., mais il se trompe régulièrement dans les calculs. Oppenheimer, c'est quelqu'un qui a du mal avec les calculs, il y accorde une importance moyenne, et donc il faut corriger un petit peu les textes d'Oppenheimer, mais au niveau des idées, c'est extrêmement intéressant. À l'été 1929, Oppenheimer revient dans... Alors là, on sait où il est dans l'Ouest américain, évidemment, il est revenu aux États-Unis, et là, il a une idée en tête, il veut développer en Californie une école de physique théorique dans l'esprit de ce qu'il a connu en Europe. Il va enseigner à Berkeley, mais aussi au Caltech, il fait 6 mois au Caltech, 6 mois à Berkeley, et en 1936, il est nommé professeur titulaire dans les deux endroits. Alors sur cette photographie, c'est lui qui est appuyé sur la voiture, là. Donc on voit bien qu'on est dans l'Ouest. Il y en a un deuxième de l'Ouest, c'est Ernest Lawrence, qui se trouve à droite. Alors Lawrence, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est pas un théoricien, mais c'est un expérimentateur extraordinaire, imaginatif. C'est lui qui, dans les années 30, va développer le cyclotron, et qui lui vaudront d'ailleurs à Lawrence un prix Nobel de physique en 1939. Alors, voici une autre photographie, alors cette fois-ci un caractère plus officiel. On est en 1938, c'est le laboratoire, ce qu'on appelle le Radiation Laboratory, c'est-à-dire le laboratoire du rayonnement de Berkeley en 1938. Alors l'arche que vous voyez là, c'est pas une arche, c'est du fer, c'est ce qu'on appelle l'entrefer d'un aimant, c'est un électroaimant dans lequel on va construire un cyclotron. Alors Lawrence, il avait commencé à construire des cyclotrons de plus en plus grands, celui-ci c'est le 60 inch. 60 inch, ça fait 2 mètres comme cyclotron. C'est le plus grand cyclotron du monde à l'époque qui est en construction. Alors vous voyez Lawrence au milieu, en bas, et puis là-haut, vous avez Opie. Alors Opie, c'est le surnom d'Oppenheimer. À partir du moment où il est allé aux Pays-Bas, alors je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un connaît le néerlandais, on l'appelait Opsdieu, je ne sais pas ce que ça voulait dire, et après ça lui est resté comme Opie. J'ai longuement parlé de la jeunesse d'Oppenheimer, et de ses activités avant le projet Manhattan. Parce qu'il me paraissait intéressant d'essayer d'un peu cerner le personnage dans sa formation, son développement, ses idées, voire un peu de traits de caractère. J'ai voulu encore une fois assister, avec l'exemple d'Oppenheimer, sur quelque chose qui me paraît important, c'est sur les nombreux déplacements des jeunes physiciens qui se déplacent en Europe. Et évidemment, pour la physique théorique, la physique de l'atome, etc., c'est l'Europe centrale, c'est l'Allemagne. Bon, alors pour la physique expérimentale, le grand laboratoire de physique de ce domaine, c'est Cambridge,
Rutherford, avant c'était Thomson, c'est Rutherford. Ça, c'est plutôt la physique expérimentale. Mais la physique théorique, alors c'est Göttingen. Bon, il y a un petit peu Berlin, mais il y a Göttingen. Et puis, il y en a d'autres, bien sûr, qui ne sont pas tout à fait en Allemagne, mais qui ne sont pas loin. Il y a Zurich, avec Schrödinger puis Pauli. Et puis, évidemment, le grand centre de la physique théorique, c'est Copenhague. Copenhague, avec l'extraordinaire Niels Bohr, qui accueille plein de monde, plein de jeunes, tout le monde va à Copenhague. On a vu un japonais tout à l'heure, hein. Ils étaient 4 à Copenhague, hein, qui étaient accueillis par Niels Bohr. Et ici, alors ça c'est déjà un phénomène, vous voyez, alors les Américains, les jeunes Américains, pas tous, mais viennent se former en Europe, et puis repartent aux États-Unis, ce qui va conduire à un développement de la physique aux États-Unis. Mais c'est pas tout. Les États-Unis invitent pour des longs séjours, ou des visites, des conférences, des étrangers célèbres. Bohr, Fermi, Pauli, Heisenberg, Born, Dirac, font le voyage des États-Unis, même plusieurs fois. Heisenberg ira plusieurs fois, je vous avais dit, il y était encore en 1939 aux États-Unis, Heisenberg. Et puis ici, alors on voit le plus célèbre physicien du monde, hein, qui est Einstein. Et là, Einstein, il est au Caltech, donc il est arrivé en Californie. Alors, si vous regardez la date, on est en 1931. Einstein n'est pas encore émigré. Einstein est encore professeur à Berlin à l'époque. Donc ils font des voyages, ils font des conférences, les jeunes sont très contents. Et puis là-bas, complètement au bout, vous avez notre Hopi, Oppenheimer, qui est parmi toutes ces personnes. Vous avez à côté d'Einstein, vous avez Millikan, etc. Et donc ça va renforcer considérablement le niveau de la physique aux États-Unis. Et puis en plus, à partir de 1933, évidemment, il va y avoir un renforcement dû à l'émigration de beaucoup de scientifiques américains, beaucoup de scientifiques allemands ou autrichiens un peu plus tard, ou hongrois d'ailleurs, sur le sol des États-Unis. On en a vu quelques exemples. Dans les années 1930, Oppenheimer réussit à développer donc une école de physique théorique dans l'Ouest américain, en particulier à Berkeley. Mais beaucoup d'étudiants feront sa thèse. Alors on peut en citer quelques-uns, je ne sais pas si vous le connaissez. David Bohm, par exemple, a été étudiant ou alors Willis Lamb. Willis Lamb, c'est un futur prix Nobel de physique, ont été étudiants d'Oppenheimer. Il y en a pas mal, hein, qui aimaient bien Oppenheimer comme directeur de l'Institut. Quant à Oppenheimer lui-même, il fait des recherches en physique, et il fait des recherches en physique dans un domaine qu'on appelle l'électrodynamique quantique. Alors, qu'est-ce que c'est l'électrodynamique quantique? C'est la description des électrons et des antiparticules qu'on a découvertes, c'est-à-dire le positron, dans le champ électromagnétique par des méthodes quantiques. Alors à cette période-là, c'est extrêmement difficile. C'est une théorie qui d'ailleurs ne va trouver sa forme importante qu'après la guerre. Et puis il travaille aussi sur ce qu'on appelle, alors je dis ça parce qu'il y a 2-3 physiciens, les mesons pi, le gros problème entre les mesons pi et les mesons mu qu'on n'arrive pas à distinguer. Bon, ça, il fait de la théorie sur ça. Donc il fait de la physique. Alors lorsque la découverte de la fission de l'uranium est annoncée en janvier 1939, Oppenheimer est comme beaucoup d'autres sceptique. Mais il est très vite convaincu par les petites expériences qu'on peut faire pour démontrer l'existence de la fission. À Berkeley, au laboratoire de rayonnement, des recherches et développements expérimentaux sont engagés par Lorentz. Avec ses collaborateurs, il dispose de cyclotrons, etc. Il fait beaucoup de recherches. Alors, on peut souligner aussi la présence de chimistes qu'on a croisés dans les cours précédents, comme Macmillan et Seaborg. Seaborg, c'est quelqu'un qui va découvrir le plutonium, et le plutonium aura une importance considérable. Donc le plutonium est découvert à Berkeley en 1940. Alors la photographie qui est là, c'est pas une photographie de cette époque, c'est une photographie un petit peu postérieure. On est en 1946, et donc il pose un peu pour la photographie. Donc on voit Lorentz, Seaborg et Oppenheimer qui sont devant le tableau de contrôle d'un cyclotron. Alors, je ne vais pas reprendre toute l'histoire du cours, du troisième cours, qui portait sur le développement de la bombe aux États-Unis. Bon, ça, on avait vu un peu en détail. Je vais juste regarder un petit peu une précision sur le recrutement d'Oppenheimer. Alors, le recrutement d'Oppenheimer, il est dû aux bonnes relations qu'Oppenheimer entretient avec Lorentz.
Alors Lawrence, lui, il participait déjà aux réunions de ce qu'on appelle le premier, alors on avait vu tout ça en détail, le premier comité consultatif de l'uranium créé en octobre 1939. Alors sur cette photo, on voit Lawrence, à côté Compton, qui est aussi un prix Nobel américain, Vannevar Bush et James Conant. Alors Vannevar Bush, il va diriger le comité de recherche pour la défense nationale, qui est créé la NDRC, qui est créé en 1940. Puis ensuite, il va le quitter pour prendre un office beaucoup plus grand. On avait vu ça, l'Office de recherche scientifique et de développement. Alors ça, c'est le grand office américain de recherche et développement de tous les aspects militaires, radars, etc. Et Conant va prendre la direction de la partie qui concerne la physique, etc. Bon, Compton, lui, qu'est-ce qu'il fait dans ce domaine? Eh bien, il rédige des rapports de synthèse sur l'état de la recherche nucléaire qui sont régulièrement discutés par les comités. Lawrence insiste auprès de Conant et surtout de Compton pour que Oppenheimer soit invité. Ils sont collègues de Berkeley. Lawrence est un expérimentateur, Oppenheimer un théoricien. Et il écrit à Compton: « J'ai toute confiance en Oppenheimer et je suis impatient de bénéficier de son avis lors de nos délibérations. » Vous voyez, Oppenheimer, il est beaucoup apprécié dans ses capacités de synthèse, ses capacités de critique qui sont vraiment exceptionnelles. Le 21 et 22 octobre 1941, Oppenheimer va participer pour la première fois à une réunion sur le programme nucléaire. Vous voyez, c'est relativement tard. Comme souvent, il impressionne, je vous l'ai dit, par ses capacités. Compton le charge d'un rôle officieux de conseiller. Lorsqu'en mai 1942, on avance, Gregory Brett, qui coordonnait les travaux sur la bombe, donne sa démission pour différentes raisons, Compton propose de le remplacer par Oppenheimer, qui se lance immédiatement dans l'aventure. Ça, c'est une caractéristique. Dès qu'il aborde un sujet, il y va avec une intensité extraordinaire. En juillet 1942, il réunit une conférence à huis clos, avec quelques physiciens, pour discuter justement de la bombe. Et parmi ces physiciens, on peut noter la présence de Hans Bethe et d'Edward Teller, par exemple. Alors ça, c'est ce qu'on voit, on l'avait vu, c'est les premiers principes de réalisation des bombes. Ça, c'est des petits schémas d'Oppenheimer de cette conférence à huis clos. Je vous rappelle, on met des masses, on sépare les composants, puis on fait une masse critique en mettant brutalement ensemble les différentes parties. On avait vu ça un peu en détail. Mais ce qui est un petit peu particulier, c'est que ce sont vraiment les premiers schémas discutés à cette conférence. Alors, les projets d'armes nucléaires sont encore dans des phases, comme on peut le voir, très préliminaires. Pourtant, on est déjà en juillet 1942. Mais la situation, on l'avait vu, change terriblement à l'été 1942, avec la création du projet Manhattan et la nomination à sa direction du général Leslie Groves en septembre 1942. Groves fait immédiatement classer le projet, qu'il n'était pas, en maximal. C'est-à-dire, quand vous êtes classé en maximal, vous avez des ressources financières, humaines, etc., je dirais presque autant que vous en demandez. C'est extrêmement important. Et Lawrence et Compton, alors ils cherchent un directeur scientifique. Alors ils pensent à Lawrence, mais Lawrence, il est déjà occupé beaucoup à Berkeley à travailler sur le sujet. Compton, lui, il est à Chicago, il est déjà beaucoup occupé. Et Groves rencontre Oppenheimer à Berkeley le 8 octobre 1942. Oppenheimer raconte dans une lettre, écrit dans une lettre à John Manley, qui est un autre physicien, qui sera d'ailleurs un peu plus tard l'assistant d'Oppenheimer à Los Alamos. Il écrit: « J'ai vu le général Groves lorsqu'il était ici, et nous avons discuté en détail du problème du laboratoire. Nous avons réussi à remettre en cause un certain nombre de certitudes, et je crois qu'il a été convaincu de la nécessité d'entreprendre immédiatement la construction du laboratoire et l'organisation de notre travail. » Oppenheimer n'est encore que conseiller, il n'est pas du tout dans un certain niveau dans l'organisation qui se met en place. Mais Groves va très vite se convaincre qu'Oppenheimer est le bon choix. Et il va le proposer comme directeur scientifique de ce qu'on appelle le projet Y, c'est toujours des noms de code, c'est l'étude et la réalisation de la bombe atomique, le projet Y. La nomination va prendre un temps long,
en raison des soupçons qui pèsent sur Oppenheimer. Dans son enquête, le FBI, c'est normal, fait une enquête, c'est stratégique, détaille des activités militantes proches du communisme d'Oppenheimer dans les années 1930. Alors je vais y revenir un peu plus tard. Il faudra l'insistance de Groves pour qu'Oppenheimer reçoive toutes les accréditations nécessaires à sa fonction. Le 20 juillet 1943, alors qu'Oppenheimer est déjà à Los Alamos depuis la mi-avril, il est déjà en place, Groves écrivait encore dans un mémorandum « Suite à mes instructions verbales du 15 juillet, je souhaite que son habilitation soit délivrée sans retard à Julius Robert Oppenheimer, sans tenir compte des informations dont vous disposez à son sujet, il est absolument essentiel au projet. » À Los Alamos, Oppenheimer va se montrer extrêmement habile dans l'organisation, les relations humaines. En particulier, même contre Groves. Contre l'avis de Groves, par exemple, il défend un cloisonnement strict pour... Groves, il défend ça. Sécurité, donc on fait des compartiments, etc. Eh bien, il se trouve que Oppenheimer, il trouve que ça ne peut pas marcher comme ça, donc il propose des organisations où au moins les responsables discutent entre eux. Alors évidemment, ça marche beaucoup mieux, mais c'est un peu ouvert à des possibilités de glissement d'informations vers l'extérieur. Alors, le projet Manhattan, on l'avait vu, c'est un immense travail collectif et diversifié. Oppenheimer, il n'était pas du tout habitué à cette façon de travailler, puisque lui, il est dans des groupes de physique théorique, on travaille seul, 2, 3 personnes, mais il va développer des qualités exceptionnelles de direction sur une grande échelle. Après la guerre, Edward Teller, alors on verra Edward Teller tout à l'heure, qui s'opposera fortement au choix stratégique d'Oppenheimer, reconnaît cependant son rôle essentiel à la tête du projet Manhattan. Alors ça, c'est un texte très lointain, c'est écrit en 1983, donc bien longtemps après. Voici ce qu'écrit Teller. Pendant les années de guerre, Hopi, donc le monde l'appelait comme ça, connaissait en détail ce qui se passait dans chaque partie du laboratoire. Il était incroyablement rapide et perspicace dans son analyse des problèmes humains aussi bien que techniques. Il savait organiser, séduire, faire rire, calmer les susceptibilités. Bref, il savait diriger sans en avoir l'air. Il était un exemple de dévouement, un héros qui ne perdait jamais son humanité. Le succès incroyable de Los Alamos a grandi avec l'éclat, l'enthousiasme et le charisme avec lesquels Oppenheimer l'a dirigé. Alors, j'aime bien cette opinion parce que vous verrez qu'ils se sont, j'allais dire violemment, ils se sont fortement opposés. Au printemps 1945, 2 types de bombes sont en cours d'achèvement. On avait vu ça, Little Boy, à l'uranium fortement enrichi en 235, et Fat Man au plutonium 239. L'enrichissement de l'uranium se fait avec beaucoup de monde à Oak Ridge et la fabrication du plutonium à Hanford. Ils sont entrés dans leur phase de production, mais les combustibles sont encore très rares. Alors, en raison des incertitudes de fonctionnement, et particulièrement sur la bombe à implosion, du plutonium, donc on ne savait pas si elle allait marcher, il est décidé de procéder à un essai avec celle-ci. Ce test est préparé sur un site de nom de code Trinity, on avait vu ça dans une zone désertique du Nouveau-Mexique, à 300 km au sud de Los Alamos. Le 16 juillet 1945, à 5h30 du matin, l'explosion est déclenchée, elle est réussie. Quelles furent les réactions des concepteurs, dont beaucoup étaient présents? Alors, ils étaient soit dans des bunkers qui étaient situés à 15 km, il y avait 3 bunkers comme ça sur le site, soit dans le camp de base qui était beaucoup plus loin, à une trentaine de kilomètres. Alors, les témoignages sont postérieurs, et parfois très longtemps après. Mais ils concordent pour souligner la violence lumineuse, puis sonore de l'événement, et même pour se placer loin, comme le jeune Richard Feynman. Alors, Richard Feynman, ça sera un grand physicien, mais il est arrivé très jeune, il est né en 1918, Richard Feynman, et donc il venait travailler dans la division de physique théorique de Los Alamos. Alors Feynman, c'est un personnage un peu particulier. Alors, on avait donné des lunettes noires, mais lui, il voulait voir ce qui se passait. Donc il avait enlevé ses lunettes noires, mais comme il réfléchissait un peu, il s'était mis derrière le pare-brise d'un camion, parce que si vous avez une grosse épaisseur de pare-brise, vous absorbez les UV, les ultraviolets, donc c'est moins dangereux. Alors voilà, il raconte ça, mais alors c'est une quarantaine d'années plus tard, il raconte cet essai auquel il était présent sur le camp de base, qui était à une trentaine de kilomètres.
À l'heure dite, une immense lueur d'un éclat insoutenable m'a ébloui et m'a obligé à baisser les yeux. J'ai relevé la tête et alors j'ai vu que la lumière qui était d'abord blanche virait au jaune, puis à l'orange. Puis des nuages se sont formés qui ont disparu immédiatement. Finalement, une boule orange extrêmement brillante a commencé à s'élever dans le ciel et s'est mise à ondoyer. Au bout d'1 minute et demie, un formidable bang a éclaté suivi d'un grondement sourd semblable à celui du tonnerre. Oui, c'est le temps de transmission du son, il est à 30 km. C'est 1 minute et demie. Jusqu'à là, personne n'avait ouvert la bouche. Mais après le bruit de l'explosion, tout le monde s'est senti soulagé, moi le premier. Un bruit aussi énorme à 30 km de distance, c'était la preuve que ça avait marché. Frank Oppenheimer, donc le frère de Robert, était présent à côté de son frère à 15 km, donc beaucoup plus près. Enfin, beaucoup plus près, à mi-distance. Longtemps après, il a toujours en mémoire, lui aussi, la terrifiante explosion de lumière puis de bruit. Et il ajoute « J'aimerais bien me souvenir de ce que mon frère a dit, mais je ne peux pas. Je pense qu'il a juste dit « It worked », ça a marché. Je pense que c'est ce que nous avons dit tous les deux, ça a marché. Alors c'est bien le sentiment qui domine de cet essai, celui d'une réussite après d'intenses travaux. Il faut voir la concentration des travaux à Los Alamos, et tout particulièrement les derniers mois. Weisskopf, encore un exemple, il se souvient aussi. Notre premier sentiment était celui de l'exaltation. Ensuite, nous avons réalisé que nous étions fatigués, et ensuite que nous étions inquiets. Alors, il semblerait que l'intensité des travaux dans lesquels étaient plongés ces physiciens de l'époque ait donc écarté toute réflexion sur les conséquences de cette bombe atomique, de cette première explosion. Pour beaucoup de participants, ces pensées viendront plus tard et masqueront parfois leur engagement dans l'aventure scientifique et technique qu'ils ont eue. Alors, quelques rares physiciens vont quand même prendre conscience de la portée des travaux dans lesquels ils se sont engagés à Los Alamos avant le premier test. Alors ça, c'est relativement rare. Le premier et le plus connu est Joseph Rotblat. Alors, Joseph Rotblat, il est né en 1908 en Pologne, qu'il quitte en 1939 pour l'Angleterre et le laboratoire de Chadwick à Liverpool. C'est un peu dramatique, la Pologne est envahie, il peut partir, il va à Liverpool, sa femme qui est malade ne peut pas partir, il pense qu'elle va le rejoindre, en fait elle est juive, elle va mourir dans un camp. À travers la délégation anglaise, il est recruté à Los Alamos en février 1944. Alors c'est un anti-nazi évidemment profond. Mais à la fin de l'année, avec la défaite de l'Allemagne qui se profile, en décembre, tout ça, on commence à voir que l'Allemagne est en grosse difficulté et que la guerre va s'achever à un moment ou à un autre en Allemagne. Et il commence à réfléchir sur les travaux qu'il est en train de faire. Lui, il s'est engagé sur la bombe contre l'Allemagne nazie. Et il demande à ne plus travailler. Alors c'est compliqué parce que les services de sécurité s'en mêlent, on dit que c'est un espion, etc. Finalement, ça s'arrange et il va quitter Los Alamos. C'est un des seuls grands scientifiques connus, bon, il y en a peut-être d'autres, mais celui-ci est bien connu, qui quitte Los Alamos et puis ensuite il va aller en 1946 en Angleterre où il va devenir professeur de physique dans une université. Alors Rotblat, c'est peut-être pas un nom que vous connaissez, mais j'en parlerai un peu l'année prochaine. Il est surtout connu pour ses engagements tout au long de sa vie contre les armes nucléaires. Vous voyez, il a basculé dès décembre, avant les essais, etc., contre les armes nucléaires. Et il sera en 1995 co-lauréat du prix Nobel de la paix avec l'organisation Pugwash. Et le prix Nobel de la paix leur est attribué pour, je cite, il y a toujours une citation pour ça, leurs efforts pour diminuer le rôle des armes nucléaires dans la politique internationale et à plus long terme pour éliminer ces armes. Voilà une des premières réactions, si vous voulez, mais très précoce. Mais après le 8 mai 1945, donc après la défaite de l'Allemagne, d'autres scientifiques vont commencer à s'interroger sur l'énergie nucléaire et surtout sur l'utilisation éventuelle de la bombe, qui était une compétition entre l'Allemagne et les États-Unis pour arriver avant, parce qu'on ne savait pas, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'était compliqué de faire une bombe, donc on ne savait pas que l'Allemagne était
très très loin, on a vu ça la dernière fois. Alors Arthur Compton, lui, il est invité comme conseiller aux réunions d'un comité nucléaire mis en place le 2 mai par le président Truman. Alors Truman, il arrive, c'est le vice-président, Roosevelt décède, Truman arrive donc comme président des États-Unis, il n'est pas du tout au courant de l'existence du projet Manhattan, je ne sais pas si vous voyez quand même. Alors on le met au courant, il découvre ça, etc. Donc il met en place un comité dans lequel il y a Compton en particulier, et Compton, il est de Chicago, et Compton, quand il va à Chicago, il discute avec ses collègues qui travaillent dans le domaine. Et puis, à Chicago, 7 physiciens et chimistes, sous la présidence de James Franck, vont constituer un comité des problèmes politiques et sociaux. Alors j'ai parlé la dernière fois de James Franck, c'est un physicien de Göttingen, prix Nobel 1925, juif, mais pas révoqué en 1933, contrairement à Born qui avait été révoqué. Lui, il n'est pas révoqué, parce qu'il a fait la guerre, etc., de 14, mais il démissionne de son poste immédiatement, et il informe la presse, il critique toutes ces choses qui se passent en Allemagne en 1933. Alors après, on l'avait vu, après différentes situations, il s'est fixé à Chicago en 1938. À partir de, alors vous voyez, ils sont 7, à partir de propositions de Rabinovitch, qui était plutôt un physico-chimiste, aidé de Szilard, le comité finalise le 11 juin 1945 un long texte, souvent cité comme le rapport Franck. Franck était le président. Il commence ainsi, c'est le 11 juin 1945. Alors je vous en donne quelques extraits. La seule raison pour traiter l'énergie nucléaire différemment de tous les autres développements dans le domaine de la physique est liée à ses stupéfiantes possibilités comme moyen de pression politique en période de paix et de destruction soudaine en période de guerre. Alors bon, le rapport discute la responsabilité particulière des États-Unis, puisque maintenant les États-Unis sont proches, ils n'ont pas encore la bombe, elle n'a pas encore fonctionné, mais ils sont proches d'avoir la bombe, donc ils ont une responsabilité, et ils ajoutent évidemment, il y a d'autres pays qui vont fabriquer une bombe atomique dans les 10 années qui viennent. Ils pensent effectivement, sans les nommer tout le temps, à l'Union soviétique, etc. Donc ils disent que les États-Unis ont un rôle très particulier, et ils concluent le rapport ainsi. Nous croyons que ces considérations rendent inopportune l'utilisation de bombes atomiques pour une attaque précoce et surprise contre le Japon. Si les États-Unis devaient être les premiers à libérer ce nouvel instrument de destruction indifférenciée de l'humanité, ils sacrifieraient le soutien public partout dans le monde, précipiteraient la course aux armements et porteraient atteinte à la possibilité d'un accord international sur le futur contrôle de telles armes. Des conditions beaucoup plus favorables pour la réalisation éventuelle d'un tel accord pourraient être créées si les bombes nucléaires étaient d'abord révélées au monde par une démonstration dans une zone inhabitée soigneusement sélectionnée. Alors ce rapport, Compton, il n'est pas dans le groupe, mais il le transmet immédiatement le lendemain aux autorités. Alors vous pouvez remarquer quelques personnes remarquables dans ce groupe. Bon, Szilard, j'en avais parlé, Glenn Seaborg, qui sera prix Nobel, James Franck, etc. Alors donc il se pose une vraie question. Et donc Compton transmet ça aux autorités, et ce rapport... alors qu'est-ce que font les autorités ? Eh bien, ils décident de consulter leurs 4 conseillers principaux, qui a constitué Truman. Alors ces 4 conseillers sont Compton, dont j'ai parlé, Fermi, celui qui a réalisé la première pile à Chicago, Lorentz, qu'on vient de voir, et Oppenheimer. Alors c'est un avis qui n'était pas un avis d'utiliser ou non la bombe, c'est un avis technique qu'il aurait demandé. L'avis technique porte, est-ce qu'on peut faire une démonstration ? Est-ce qu'on peut, quelque part, faire une démonstration ? Alors il y a toute une discussion que je vous passe, sur en particulier un argument qu'il donne, c'est qu'on ne sait pas si la bombe elle marche, déjà pour commencer. Donc ça serait drôle de faire un truc qui ne marcherait pas. Je vous rappelle qu'on est au mois de juin 1945. Et puis finalement, il conclut que, ce rapport, un petit peu long, nous ne pouvons proposer aucune démonstration technique susceptible de mettre fin à la guerre. Nous ne voyons aucune alternative acceptable à l'emploi militaire direct. Ils ajoutent, nous n'avons cependant aucune prétention à une quelconque compétence spéciale qui nous permettrait de résoudre des problèmes politiques, sociaux et militaires posés par l'émergence de l'énergie atomique. Alors il ne faut pas exagérer le rapport Franck, qui est quand même très intéressant du point de vue de l'éthique, je trouve,
parce qu'il est probable, c'est même à peu près certain, qu'à l'époque où se fait son rapport, au mois de juin, Truman avait commencé à prendre sa décision d'utiliser la bombe atomique à une condition, c'est qu'elle fonctionne. Personne ne sait si la bombe atomique fonctionne. Et c'est pour ça que Truman, qui est à Potsdam, va attendre les résultats du premier essai pour pouvoir discuter d'une manière différente avec les soviétiques, etc. À Potsdam, c'est la conférence qui a lieu au mois de juillet 1945, où on discute du Japon. Il y aura un ultimatum vis-à-vis du Japon, puisque Truman, à ce moment-là, sait que la bombe atomique fonctionne, en particulier. Et puis, il va prendre donc la décision. Donc, vous voyez, la décision, elle était probablement déjà prise au début du mois de juin. Le 6 août 1945, 8h15 du matin, le premier bombardement sur Hiroshima, suivi 3 jours plus tard de Nagasaki. Oppenheimer est très vite informé, en particulier par son assistant John Manley, qui était à Washington. L'après-midi, le général Groves téléphone. Il se trouve qu'un enregistrement, les notes de cet enregistrement ont été conservées. Alors voici ce qu'on a conservé de cet enregistrement, donc du 6 août 1945, entre Groves et Oppenheimer. Groves, je suis très fier de vous et de vos hommes. Oppenheimer, ça s'est bien passé? Groves, apparemment, cela a fait un énorme bang. Oppenheimer, quand était-ce? Après le coucher du soleil? Groves, non, malheureusement, il fallait le faire dans la journée pour la sécurité de l'avion, et c'était laissé dans les mains du général commandant sur place. Oppenheimer, bien, tout le monde prend raisonnablement bien la chose, et je vous transmets mes vives félicitations. Ce fut une longue route. Groves, oui, ce fut une longue route, et je pense que l'une des choses les plus sages que j'ai jamais faites a été quand j'ai choisi le directeur de Los Alamos. Oppenheimer, mais bien, j'ai des doutes, général Groves. Groves, vous savez bien que je n'ai jamais été d'accord avec ces doutes. Alors, on ne sait pas quels sont les doutes d'Oppenheimer. Alors, c'est peut-être une première prise de conscience véritable face à l'événement, face à la destruction d'Hiroshima, ou peut-être comme cet état de fatigue dans lequel tout le monde se trouve un peu à Los Alamos, et en particulier chez les responsables qui commencent à prendre conscience de l'événement. Autre réaction, Otto Frisch. Alors je vous rappelle, Otto Frisch, il est arrivé à Los Alamos en décembre 1943. Alors Otto Frisch, je vous rappelle un tout petit peu, c'est celui qui en Suède, c'est le neveu de Lise Meitner, c'est lui qui interprète la fission avec Lise Meitner à Noël 1938, qui comprennent la fission qui a été découverte par Otto Hahn. Et puis, donc il était à Copenhague à l'époque, ensuite il va en Angleterre, et puis il est recruté à Birmingham. Et à Birmingham, il travaille avec un autre réfugié allemand, Otto Frisch était autrichien, mais un autre réfugié allemand qui est Rudolf Peyers, et c'est les premiers à avoir calculé la masse critique d'une bombe, c'est-à-dire la quantité qu'il faut pour réaliser une bombe atomique. Ils ont trouvé une valeur un peu faible, mais une valeur de quelques kilos. Alors, dans un livre publié, plus tard, toujours, en 1979, donc vous voyez longtemps après, il se souvient, lui aussi, du 6 août 1945 à Los Alamos, le jour de Hiroshima. Il y a eu un bruit soudain, de pas rapide et de voix forte dans le laboratoire. Quelqu'un ouvrit ma porte et cria « Hiroshima a été détruite ». On pense qu'une centaine de milliers de personnes ont été tuées. Je me rappelle alors encore le sentiment de malaise, de nausée même. Quand j'ai vu combien de mes amis se précipitaient au téléphone pour réserver des tables à l'hôtel La Fonda de Santa Fe pour fêter. Bien sûr, ils étaient exaltés par le succès de leur travail, mais il semblait quand même assez macabre de célébrer la mort soudaine de 100 000 personnes, même si elles étaient ennemies. 2 années après la fin de la guerre, dans une conférence donnée au MIT, un jour qui m'est assez cher d'ailleurs, le 25 novembre 1947, Oppenheimer revient rapidement sur cette période d'engagement. Voici un extrait. Donc 2 ans après, à peu près, les physiciens ont ressenti la responsabilité particulière et profonde de suggérer, d'appuyer et finalement, dans une large mesure, de réaliser la construction des armes atomiques. Un peu plus loin, il prononce alors cette phrase qu'on entend très souvent, qui est restée très célèbre. Les physiciens ont connu le péché et c'est une connaissance qu'ils ne peuvent pas perdre.
Mais en fait, si on regarde cette conférence de Oppenheimer, du 25 novembre 1947, si vous la regardez en détail, elle ne portait pas du tout sur la responsabilité des physiciens. C'est un très court passage. Cette conférence s'appelait « Physique dans le monde contemporain ». Alors le sujet, c'est la situation de la recherche en physique des particules à l'époque, de 1947, particules élémentaires, la relation avec la technique, c'est les accélérateurs, la différence entre la physique sur le sol européen et aux États-Unis, c'est très intéressant, mais il y a très peu sur l'arme nucléaire. Et puis, c'est une réflexion générale sur la nature de la science fondamentale. Mais avec la courte citation que l'on retrouve souvent reprise, cette conférence a acquis une réputation de triste introspective et confession de culpabilité, plutôt de ce qu'elle était, c'est-à-dire, en fait, dans la bouche d'Oppenheimer, c'est une joyeuse célébration d'un nouvel âge de la physique, de l'âge nouveau de la physique qui renaît. Vous voyez, c'est pas du tout tourné vers le passé. Si on regarde bien la conférence, il faut faire attention quand on prend des... Moi, pendant longtemps, j'ai cru que toute la conférence était portée là-dessus. Et en fait, quand j'ai eu le texte complet de la conférence, je me suis rendu compte, j'ai eu du mal à trouver le petit passage, qui est aux 3/4 de la conférence. Bon. En 1947, Oppenheimer, eh bien, tout simplement, il n'était plus à Los Alamos. Il avait quitté Los Alamos à sa demande qu'il avait déjà formulée au mois de mai, tout ça. Il voulait quitter Los Alamos, évidemment quand le travail est terminé. Et donc il quitte Los Alamos quand on trouve un remplaçant. Et il quitte Los Alamos le 16 octobre 1945. Vous voyez, très peu de temps après, pour se réorienter vers la physique théorique. Alors il retourne un peu en Californie, au Caltech, mais il accepte en 1947 un poste assez important de directeur de l'Institute for Advanced Study de Princeton. Ça, c'est pas du tout en Californie, c'est dans le New Jersey, donc c'est complètement sur la côte Est. Alors ça, c'est un institut extrêmement célèbre aujourd'hui, mais qui est très récent. C'est un institut qui a été fondé par des philanthropes en 1930, et Oppenheimer va rester à la tête de cet institut de 1947 à 1966, près de 20 ans. En fait, il va abandonner la direction pour raison de santé. Et donc, cet institut va recruter des physiciens exceptionnels. Un des premiers recrutés, c'est Einstein. Einstein est recruté en 1932 et s'installe quand il émigre en 1933. Et il va rester à Princeton jusqu'à sa mort en 1955. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. Alors, à la tête de l'IAS, l'Institut for Advanced Study, Oppenheimer va participer, ou plutôt animer, la recherche théorique. Il ne fait plus vraiment du travail lui-même, mais il l'anime complètement. Il est souvent invité, alors pour conclure les conférences, avec son esprit de synthèse. Alors on peut citer, je ne vais pas parler beaucoup de physique, mais par exemple, à la fin des années 1940, les fameuses conférences de New York sur le renouvellement, justement, du sujet dans lequel Oppenheimer avait travaillé, qui est l'électrodynamique quantique, qui à cette période-là va connaître une période où elle va prendre une forme beaucoup plus moderne. Alors c'est pas Oppenheimer, il anime ces conférences, c'est des gens comme des physiciens comme Richard Feynman par exemple. Richard Feynman, qui était le jeune physicien qu'on a entendu à Los Alamos, qui est un physicien extrêmement brillant dans le milieu théorique, et il va travailler. Alors comme toujours, il y a des théories différentes qui se ressemblent, c'est un peu comme la mécanique quantique. Il y en a un autre qui est Schwinger, et puis un japonais, Tomonaga, et tous les trois, ils auront d'ailleurs le prix Nobel de physique 65 pour leur travail fondamental en électrodynamique quantique et ses conséquences profondes dans la physique des particules élémentaires. Alors je vous ai cité cet exemple parce que c'est un domaine dans lequel Oppenheimer a travaillé lui-même. Là, il travaille si on veut, parce qu'il anime toutes ces discussions. Et quand je dis il anime, c'est pas simplement président de séance. On ne peut pas imaginer Oppenheimer président de séance. Ah oui, une petite anecdote sur Oppenheimer. Quand vous commenciez, paraît-il, à expliquer quelque chose qu'il savait, il vous coupait, il faisait à votre place, et puis après, c'était à vous de parler. Donc c'était un peu difficile. Il n'était pas patient, Oppenheimer. Il était patient que pour les choses qu'il ne connaissait pas bien, donc il laissait... Mais on l'aimait bien, parce qu'à la fin, il faisait une synthèse de la conférence absolument exceptionnelle, paraît-il. C'est ce que tous les gens de cette époque disent. Donc il est retourné complètement à la physique. Mais il est retourné à la physique, certes, mais sa liaison qu'il a eue avec la bombe atomique, il ne l'a pas coupée. Et en particulier, c'est ce qui intéresse déjà le public.
Le public, après la guerre, s'intéresse pas tellement à l'électrodynamique quantique, il faut bien le dire, sauf le public de physiciens, mais s'intéresse à la bombe atomique. Il y a eu Hiroshima, il y a eu Nagasaki, il commence à y avoir pas mal de choses autour de la bombe atomique. Et Oppenheimer, il fait la couverture d'hebdomadaires très connus. Time, Life, etc., qui sont... Alors voilà, par exemple, j'en ai mis deux, là. Celui-ci de novembre 1948. Alors vous voyez, c'est un dessin d'Oppenheimer qui est repris en fait d'une photo que fait un photographe assez connu à l'époque, qui s'appelle Eisenstadt, qui fait beaucoup de photos des personnes célèbres, etc. Et là, c'est un dessin alors qui est assez intéressant parce que, alors vous voyez peut-être pas de très loin, mais derrière, c'est plein de formules, derrière la tête d'Oppenheimer, c'est plein, tout ce qui est gris, là, c'est des formules. Et puis, c'est une des rares représentations qu'on ait en couleur. C'est dessiné, donc on a un peu de couleur. Et on peut noter les yeux d'Oppenheimer sur cette photo. Je ne sais pas si vous notez, le dessinateur a bien rendu ce regard que tout le monde dit absolument perçant, que Oppenheimer avait avec des yeux très clairs, très profonds. Et puis, donc, vous voyez, il a repris l'attitude un peu de cette photo. Puis alors l'autre, là, c'est un autre magazine très célèbre, Life. Il fait la couverture de Life en 1949. Et puis voici par exemple ce que dit un physicien, Abraham Pais. Alors Abraham Pais, c'est un jeune physicien néerlandais, alors qui a une vie très compliquée puisqu'il était juif et qu'il est resté aux Pays-Bas pendant la guerre. Alors vous imaginez il était caché, tout ça. Bon, il arrive à Princeton en 1947. Il a un poste à Princeton et il va travailler donc avec Oppenheimer et il va beaucoup travailler avec Einstein. Abraham Pais va éditer les papiers d'Einstein. Il fait une biographie, je vous en avais parlé, Subtil Isolore de Albert Einstein, qui est remarquable. Bon, Abraham Pais, voici ce qu'il dit d'Oppenheimer, revenons à mon sujet. Robert était remarquablement beau, comme on le voit sur cette photographie du magazine Life du 10 octobre 1949. C'est la meilleure photo de lui que je connaisse. Bien meilleure que celle prise plus tard où il ressemble à un martyr. On va voir. Il portait des costumes coûteux qui semblaient négligés sur son ossature décharnée. Bon, c'est l'opinion d'Abraham Pais. Alors, quelques mots sur la vie privée de Robert Oppenheimer. Le 1er novembre 1940, il se marie avec Catherine Puenig, connue sous son diminutif de Kitty. Alors, elle était née en 1910 en Allemagne et arrivée aux États-Unis avec sa famille à l'âge de 2 ans. Il avait déjà été marié, pourtant elle est jeune, 3 fois aux États-Unis. 1 an en 1932, puis alors là, ça c'est intéressant celui-là. En 1934, elle est mariée avec un certain Joe Daley, qui est un militant communiste. Kitty, à cette époque, est militante communiste. Vous allez voir l'importance que ça va avoir tout à l'heure. Et c'est un militant communiste engagé. Il va s'engager dans la guerre d'Espagne. Et il va être tué d'ailleurs en 1937 à la guerre d'Espagne. Alors Kitty revient aux États-Unis, elle était partie en Europe, reprend ses études de botanique et sera diplômée en 1939, année où elle se marie avec un médecin avant de divorcer, ça va vite aux États-Unis, et d'épouser Oppenheimer qu'elle avait rencontré en août 1939. Alors ils auront 2 enfants, que l'on voit là, un fils, Peter, né en 1941 en Californie, et une fille, Catherine, surnommée Tony, née en 1944 à Los Alamos. Alors les 2 photographies, alors toujours du même photographe, Eisenstadt pour l'œuvre, c'est des photos posées un peu, en novembre 1947 pour le journal Life, montre une image alors, vous voyez, familiale, paisible, détendue, etc. La réalité, c'est pas ça. Ça, c'est des photographes, c'est des photographes de journaux. C'est-à-dire, on fait voir une certaine image d'Oppenheimer, une image familiale, une image de paix, etc. En fait, c'était très difficile. Les relations des enfants avec leurs parents sont compliquées. Alors, ils ont des parents de forte personnalité. Oppenheimer a une personnalité forte, mais Kitty aussi. Alors, après une enfance malheureuse, d'après lui, à Princeton, Peter part dans le Colorado. Et puis, après le décès de son père, il va s'installer au Nouveau-Mexique. Alors, Oppenheimer avait un ranch familial au Nouveau-Mexique, donc il hérite du ranch, et puis il travaille dans l'isolement, il va être charpentier.
fils d'Oppenheimer, il aura 3 enfants. Quant à Toni, sa fille, elle aura aussi alors des relations complexes avec sa mère, elle se rebeller, l'adolescente, etc. Avec son père aussi, d'après ce qu'on dit, des difficultés de communication. Oppenheimer avait parfois des difficultés de communication, il était parfois cassant, etc. Alors après le décès de ses parents, elle et de sa mère, elle hérite d'une petite maison, ils avaient une toute petite maison sur une plage de Saint John, qui s'appelle aujourd'hui d'ailleurs plage Oppenheimer, dans les îles Vierges, c'est les îles américaines dans les Caraïbes. Elle s'y installe, se marie avec un musicien local, puis divorce. En 1977, elle se suicide, elle avait 33 ans. Bien que devenu directeur d'un institut prestigieux de recherche théorique en physique moderne, d'être connu, reconnu enfin, du public, il n'avait pas abandonné le milieu des applications nucléaires. Il est consultant pour l'AEC. Alors qu'est-ce que l'AEC ? C'est tout simplement la commission de l'énergie atomique. Alors cette commission de l'énergie atomique, c'est quelque chose qui apparaît après la guerre. Alors après la guerre, les États-Unis ils recherchent une organisation pour prendre en charge de nouveaux développements liés à l'apparition ce qu'on appelle le nucléaire, parfois, pour aller vite, et tout particulièrement. Alors, vous voyez, le nucléaire, c'est quelque chose qui apparaît dans les années, enfin ce qu'on appelle nous le nucléaire, c'est-à-dire énergie ou nucléaire de la bombe, c'est quelque chose qui apparaît pendant la guerre, à partir de la fission de 1939. Donc ils veulent réorganiser ça après la guerre. Alors non seulement le nucléaire militaire, mais aussi le nucléaire civil. Alors là, il y a des débats, la Chambre des députés, le Sénat, etc. Comment organiser ? Soit faire quelque chose d'extrêmement directif et centralisé sous l'égide du gouvernement américain, soit, à l'américaine un peu plus, pour le nucléaire civil, vers une ouverture, la société civile, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Le président Truman signe le 1er août, c'est ce qu'on voit ici, il est en train de signer le 1er août 1946 ce qu'on appelle l'Atomic Energy Act, c'est-à-dire la loi sur l'énergie atomique, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1947. Alors c'est dans ce cadre de la loi qu'est créée la commission de l'énergie atomique, avec comme objectif, alors c'est ce que j'ai dit, non seulement les armes nucléaires pour la défense nationale, mais aussi la promotion de l'énergie nucléaire dans le domaine civil et industriel. Alors la commission, elle a un comité consultatif de 9 experts, ce qu'on appelle le General Advisory Committee, c'est le comité consultatif général, et Oppenheimer est président de ce comité consultatif pendant 5 ans, de 1947 à 1952. Donc il est conseiller sur toutes les orientations nucléaires des États-Unis pendant cette période. Il n'est pas seul, c'est un comité consultatif. Il propose, mais il ne prend pas de décision, mais il est quand même très investi. Alors ce comité, il a fourni un certain nombre d'avis, il se réunissait à peu près 4 fois par an, et dont certains sont très controversés. En particulier, en octobre 1949, ce comité recommande de ne pas engager rapidement la construction de la bombe H. Alors j'en parlerai l'année prochaine. La bombe H, c'est la superbombe, la bombe thermonucléaire. Voici par exemple une phrase qu'on peut trouver dans un des attendus de ce comité. En estimant qu'il ne faut pas aller de l'avant avec la superbombe, nous pensons que nous avons ici une occasion unique de tracer une manière exemplaire, une limite au principe de la guerre totale, et donc de réduire les peurs et de susciter un espoir pour l'humanité. Vous voyez, ça paraît très humaniste, mais il faut faire attention. Si on regarde un peu plus, la superbombe, il ne la recommande pas non plus pour des raisons stratégiques. Parce que c'est une bombe qui est à peu près 1000 ou 2000 fois supérieure à Hiroshima. Donc du point de vue stratégique, ce comité recommande d'avoir plutôt des petites bombes. Vous voyez, il faut quand même limiter la portée humaniste, mais elle est quand même présente. Eh bien, cette superbombe, elle sera quand même réalisée, et le premier essai aura lieu sur un atoll du Pacifique le 1er novembre 1952. Donc je reviendrai l'année prochaine sur cette course aux armements, la guerre froide, l'Union soviétique, etc. Alors avant de terminer, je vais quand même passer un petit peu de temps sur un événement important dans la vie d'Oppenheimer, et qui va refaire la une de l'actualité. Alors ça, c'est un peu plus tard. Vous voyez, déjà, il a une allure, on lui donne une allure un peu plus difficile. Bon, il a vieilli, on est en 54. C'est ce qu'on appelle parfois le procès Oppenheimer, ou
ce qu'on appelle aussi plus correctement son audition de sécurité. C'est-à-dire il va être auditionné pour des questions de sécurité. Alors, le Time Magazine que vous voyez là, donc photo d'Oppenheimer, vous voyez le sous-titre, vous arrivez peut-être à le lire, le physicien Robert Oppenheimer. Par contre, je pense que vous ne lisez pas la petite phrase qui est en dessous, que je traduis. Au-delà de la loyauté, les dures exigences de sécurité. Alors, depuis 1950 et l'apparition, alors sur la scène du sénateur, du fameux sénateur dont vous avez entendu parler, Joseph McCarthy, les États-Unis sont entrés dans une période qu'on qualifie de McCarthyisme, qui va durer en gros de 50 à 54, et puis il va se prolonger même un peu. Ce qu'on appelle parfois aussi la peur rouge ou la chasse aux sorcières, on utilise parfois un peu ces termes. C'est dans ce contexte, dans la fin de ce contexte, que se déroule l'audition d'Oppenheimer en avril 1954, à la suite d'allégations selon lesquelles il serait un espion communiste, donc pour l'Union soviétique. Alors, ce n'est pas la première fois qu'Oppenheimer est confronté aux enquêtes de sécurité. J'ai déjà évoqué sa délicate nomination, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a pris des mois à la tête du projet Manhattan et dû à l'intervention de Grove pour qu'il soit nommé. En 1946, donc après la guerre, ça recommence. Et surtout en 1949, des enquêtes sont à nouveau menées sur l'infiltration communiste. Alors, il paraît qu'il y a un biographe qui fait une remarque que je trouve amusante, enfin amusante si on veut, il paraît qu'au FBI, le dossier Oppenheimer, ça monte jusqu'au plafond. Il était constamment espionné, et il y a une autre que raconte aussi ce biographe, assez amusant. Un jour, sa femme téléphonait, il faut bien prendre quelques anecdotes, et puis elle dit « Oh là là, il y a du grésillement sur la ligne, ça marche pas. » Oh, il dit « C'est quelques personnes du FBI qui nous écoutent sur la ligne. » Bon, donc il était conscient qu'il était constamment écouté. Donc là, en 1949, ça va commencer à avoir un problème parce qu'il est convoqué devant une commission qui s'appelle la Commission sur les activités anti-américaines. Alors c'est une commission de la Chambre des représentants. Donc il est convoqué, il s'explique devant la Chambre des représentants, bon, c'est classé sans suite. Mais à chaque fois, c'est stocké. Alors pourquoi il y a des accusations, des enquêtes, etc. Donc pour comprendre ça, il faut revenir un petit peu en arrière, dans la deuxième partie des années 1930. Oppenheimer a réellement eu des relations très fortes avec la gauche et des membres du Parti communiste aux États-Unis. C'est un parti qui apparaît en 1919. En 1936, il rencontre Jane Tatlock, que l'on voit ici, qui termine des études de médecine et de psychologie. Ils auront alors des relations assez complexes, une relation passionnée, orageuse, ils sont ensemble, ils se séparent, etc. Il la reverra une dernière fois d'ailleurs en 1942. Bon. Jane introduit Oppenheimer dans les mouvements gauchistes américains. C'est-à-dire qu'elle-même était du Parti communiste. Bon. Il va rencontrer comme ça tout un... Il a des étudiants qui sont au Parti communiste, Oppenheimer. Bon, le Parti communiste, on peut être au Parti communiste. Le Parti communiste américain, c'est pas pour ça qu'on est un espion. Bon. Et Jane, elle va se suicider en 1944, en janvier 1944. Alors, autre exemple, celui de Hakon Chevalier. Alors, je prononce à la française parce que, vous verrez, c'est quelqu'un qui a un rapport avec la France. Donc, en fin 1942, un ingénieur anglais, qui a séjourné en Russie, et travaille, excusez-moi, je pense à autre chose, mais pour la Shell à Berkeley, tente de persuader Hakon Chevalier, qui est professeur de littérature française, de collaborer avec l'URSS. Vous voyez, il y avait toute une idéologie, surtout sur les campus américains. C'est pas beaucoup de membres, le membre Parti communiste, je ne sais plus, 50 000 ou quelque chose comme ça, mais c'est très répandu sur les campus américains. Et donc on essaye, si vous voulez, de récupérer quelques espions. Donc il approche Hakon Chevalier, et Hakon Chevalier, c'est un ami de Oppenheimer, qui sont connus depuis 1937, alors dans une conversation, comme si, il y a quelqu'un qui m'a approché, etc. Bon. Mais ils sont sur écoute un peu, tous ces gens-là. Et effectivement, Oppenheimer, en 1943, dans ses auditions de sécurité, il va finir par reconnaître qu'il a eu une ébauche de sollicitation par Chevalier, etc. Alors, c'est un événement qui va revenir régulièrement à la surface. Le FBI, il a de la mémoire, il stocke tout, hop, voilà.
Ah oui, Oppenheimer, il a rencontré Chevalier. Et au Chevalier, il va être auditionné en 1950 par la commission sur les activités anti-américaines. Et il ne comprend pas très bien pourquoi, d'ailleurs. Bon, il va avoir des problèmes, il va perdre son poste, etc. Et puis finalement, il a une telle pression qu'il s'en va, quitte les États-Unis, et il va s'installer en France. Et il va d'ailleurs décéder à Paris en 1985. Troisième exemple, et ce sera le dernier, le propre frère de Oppenheimer, Frank, qui était le frère d'Oppenheimer, et donc qui se marie en 1936 avec sa femme, donc Jackie, qui était des jeunesses communistes. Et tous les deux, ils vont devenir membres du Parti communiste pour un peu plus de 3 ans. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que, bien que membre du Parti communiste, Frank Oppenheimer, il travaille sur le projet Manhattan. Quand on a besoin de quelqu'un, bon, on ne regarde pas trop, on regarde s'il n'est pas espion, bien entendu, mais bon, après tout, s'il est communiste, c'est pas très grave. Mais après la guerre, au moment où tous ces anticommunismes se mettent en place, même avant un petit peu McCarthy, on est en 1949, la commission l'auditionne, alors son passé est rendu public, alors il perd son poste à l'université parce que les postes ne sont pas des situations toujours très stables aux États-Unis, c'est même encore un peu comme ça aujourd'hui, on est pendant assez longtemps avant d'avoir un poste plus stable. Et puis, il va quitter l'université, il va aller il va s'acheter un ranch, il va élever du bétail pendant 10 ans. Alors, il a un petit peu de sous pour s'acheter un ranch. Je vous raconte l'anecdote, j'ai appris toujours de ce biographe-là, parce que la famille d'Oppenheimer, elle avait acheté des tableaux en particulier. Il avait acheté, à l'époque, il avait bon goût, les parents d'Oppenheimer, ils avaient acheté du Van Gogh, par exemple. Et il vend un Van Gogh, et avec un Van Gogh, eh bien, il s'achète une ferme et il est éleveur de bétail. Bon. Ça va durer 10 ans, comme ça, et puis après, bon, il reprend goût pour la physique, mais pas la recherche, il va de l'enseignement. C'est quelqu'un qui est passionné de l'enseignement et de l'éducation. Vous voyez, c'est peut-être lié aussi à ses rapports de jeunesse, un peu engagés, etc. Et d'ailleurs, il va avoir un beau succès, on va le reprendre dans les universités du Colorado. Et puis ensuite, surtout à partir des années 60, il obtient dans les années 60 quelque chose d'extraordinaire qui est le fameux Exploratorium de San Francisco. C'est un des premiers musées de sciences modernes, avec tout un tas d'actions. Il va d'ailleurs être directeur de ce musée, l'Exploratorium, jusqu'à son décès en 1985. Alors vous voyez, je vous ai donné quelques exemples, on pourrait citer des étudiants d'Oppenheimer aussi, et lui-même a eu des sympathies, il donnait de l'argent pour certaines quêtes, etc., engagé à gauche. Mais au début des années 40, il s'était déjà un peu éloigné de ces milieux, mais il n'en reste pas moins que de l'espionnage a eu lieu à Los Alamos. Et ça, il était quand même directeur scientifique de Los Alamos. Alors c'est en 1950 qu'éclate l'affaire Fuchs. Klaus Fuchs est né en Allemagne en 1911. Il est rapidement intéressé, alors lui, par l'engagement politique en Allemagne, d'abord au SPD, et puis ensuite au KPD. Le KPD, c'est le Parti communiste allemand qui va être évidemment interdit dès 1933. Donc comme il est au KPD, il se cache quelques mois, et puis il finit par pouvoir quitter l'Allemagne pour l'Angleterre. Il est en Angleterre, il passe sa thèse de physique à Bristol en 1937. Il va ensuite travailler à Édimbourg avec Max Born, qui l'accueille à Édimbourg. On l'a vu tout à l'heure, le célèbre théoricien de Göttingen, qui lui est arrivé aussi en Angleterre. En mai 1941, Rudolf Peyer, ce qu'on a déjà vu, qui était un immigré, lui qui était parti en 1933, et qui est professeur à Birmingham, il recrute Fuchs pour travailler sur le programme atomique britannique. Il se développe à cette époque-là, avant de s'intégrer au programme atomique américain en 1943. C'est à cette période que Fuchs est contacté par des espions soviétiques à Londres, où il se rendra à plusieurs reprises. Fuchs obtient la nationalité anglaise en 1942. À la fin de 1943, il part avec Peyers à l'université de Columbia, à New York, pour travailler sur le projet Manhattan. En août 1944, il rejoint donc la division, ça c'est son badge, la division de physique théorique qui est dirigée par Hans Bethe, ça c'est son badge d'entrée à Los Alamos.
Alors il travaille sur des problèmes importants, hein. Il est mêlé aux problèmes très difficiles, il y en a beaucoup, von Neumann, tout ça travaille dessus, c'est le problème, je vous l'avais dit, de la difficulté de la bombe à implosion au plutonium. Alors Bethe considérait Fuchs comme un excellent physicien et l'un des hommes les plus précieux de sa division. Donc vous imaginez que Fuchs, il a donc très bien placé pour disposer d'informations secrètes importantes. Alors il restera à Los Alamos jusqu'à son départ en Angleterre en août 1946, parce que Los Alamos va continuer comme laboratoire de recherche militaire hein, après la guerre. Alors il va travailler sur le programme, alors il revient en Angleterre, on le fait revenir pour travailler sur le programme nucléaire britannique à Harwell, qui se développe. Alors Fuchs, il continue à informer l'URSS sur les recherches nucléaires stratégiques, etc., et même civiles. Il est démasqué à l'automne 1949 et arrêté en janvier 1950. Il reconnaît ce travail d'espion et il est condamné à 14 ans de prison. Après un peu plus de 9 ans, il y a toujours des négociations hein, dans ces affaires-là, en août 1959, il est libéré, expulsé en Allemagne de l'Est, où il reprend une carrière scientifique. Il sera entre autres, il sera à l'Académie, mais il sera entre autres directeur adjoint du centre atomique de Rosendorf. Rosendorf, c'est le centre atomique qui est près de Dresden, grand centre atomique de l'Allemagne de l'Est. Alors Fuchs, c'est pas le seul espion, hein. C'est le plus connu dans ce domaine-là, mais il y en a d'autres. Alors, il y en a peut-être que vous connaissez le nom au moins, hein. Ce sont les époux Rosenberg, les fameux époux Rosenberg, alors qu'ils n'espionnent pas au même niveau. Lui, probablement, était un espion, elle, c'est pas sûr. Hein. Aujourd'hui, les historiens sont partagés, mais eux, ils n'ont pas de chance, hein. Ce sera d'ailleurs les seuls espions. Et malgré une mobilisation internationale, ils sont exécutés. Alors eux, ils sont aux États-Unis, ils sont exécutés en juin 1953. Ils avaient transmis, probablement, mais c'est pas le même niveau que Fuchs. Hein, c'est bon. Et puis après, je crois qu'on n'exécute plus les espions, on les échange. Alors pourquoi je vous ai parlé de ça hein, c'est parce que c'est dans ce contexte que commence à Washington le 12 avril 1954 l'audition de sécurité d'Oppenheimer. Alors, pour reprendre le terme exact, la terminologie exacte, ça s'appelle « in the matter of », ce qui veut dire « dans l'affaire Robert Oppenheimer ». L'interrogatoire, alors, est mené non pas par des juges, mais 3 membres du bureau de sécurité sous la présidence de Gordon Gray, et va se poursuivre sur 4 semaines. Alors, pas tous les jours, mais pendant 4 semaines. Une partie importante des auditions a été rendue publique dès juin 1954. Alors on peut s'étonner, en fait ce sont les avocats, parce que Oppenheimer avait des avocats, il y avait différents avocats dans cette affaire, eh bien ils font diffuser, comme on dit, l'information à l'extérieur. L'information non stratégique, évidemment, on ne donne pas les informations stratégiques, mais les échanges, etc. Et donc les documents, ils sont donc édités en partie, et ce qui servira d'ailleurs à des gens comme Jean Villard pour faire sa fameuse pièce sur le dossier Oppenheimer, qui fera en 1963, 10 ans après. Et depuis 2014, vous pouvez consulter l'intégralité sur Internet de ce dossier. Alors c'est plusieurs milliers de pages qui sont accessibles sur le site de la DOI. La DOI, la Commission d'énergie atomique, ça n'existe plus. Hein. Maintenant, c'est le Department of Energy aux États-Unis. Donc, 2014, ils ont tout mis. Bon, il faut y aller là-dedans. Hein. C'est 20 volumes. Hein. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Et puis, c'est tout ce qui a été transcrit des auditions. Je ne suis pas allé tout lire. Hein. Je ne vous donne pas l'impression. Là, c'est la première page du premier volume. Alors, comment ça se passe ? Eh bien... Alors, l'affaire Chevalier revient sur le dessus, on en reparle avec Oppenheimer, etc. On l'interroge sur son passé communiste, et puis il y a des témoins, évidemment. Il y a le général Groves, il y a beaucoup de collègues d'Oppenheimer qui sont convoqués, alors qu'il y en a qui disent que oui, il avait des liens avec des mouvements de gauche, mais il n'est absolument pas un espion. Et alors certains disent que peut-être ces méthodes de direction sont ouvertes sur la discussion, avaient pu favoriser une diffusion de l'information, mais d'autres font remarquer que de toute façon cette information, elle aurait diffusé. Donc le problème, c'est pas Oppenheimer. Oppenheimer n'est pas un espion par rapport au gouvernement américain.
Alors, un témoin dont je vais parler un tout petit peu, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est Edward Teller. Alors, lui, il témoigne, mais il n'attaque pas la loyauté d'Oppenheimer. Il considère que Oppenheimer est loyal, mais il ajoute. Dans un grand nombre de cas, j'ai vu le docteur Oppenheimer agir d'une manière qui était pour moi extrêmement difficile à comprendre. J'ai été profondément en désaccord avec lui dans un grand nombre de sujets et ses actions m'ont franchement paru confuses et compliquées. Dans ces conditions, je pense que j'aimerais voir les intérêts vitaux de ce pays dans des mains que je comprends mieux et donc auxquelles je peux faire davantage confiance. Dans ce sens très limité, j'aimerais exprimer le sentiment que je me sentirais personnellement plus en sécurité si les questions publiques reposaient sur d'autres mains. Et il termine son témoignage par une opinion tranchée. Il serait donc sage de ne pas lui redonner son habilitation. Alors on peut se poser des questions. Alors pourquoi Teller il intervient comme ça? Parce que les divergences... En fait, Teller, il ne pense pas qu'Oppenheimer soit un espion, bien sûr, mais il a des divergences profondes sur la course aux armements. Teller, pour lui, Oppenheimer a, par son opposition qu'on a vu tout à l'heure, il n'est pas le seul, mais il a donné ses directives, il a ralenti le programme nucléaire américain. Et ce qui n'est pas une trahison, d'accord, mais constitue un danger pour les États-Unis, selon Teller. Et face au développement de l'Union soviétique, avec cette bombe qui a explosé en 1949. Et puis d'autres. Donc Teller, ça va lui valoir d'être un petit peu mis au banc de la société des physiciens. Il va être assez peu apprécié d'être allé charger Oppenheimer. Alors l'audition de sécurité, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, en fait le débat, c'est faut-il rendre l'accréditation à Oppenheimer? Ou faut-il lui enlever? Elle a été suspendue. Alors l'audition se termine le 6 mai par la plaidoirie de l'avocat d'Oppenheimer. Alors donc plaidoirie, je vous en donne un tout petit bout. La fin, pendant plus d'une décennie, le docteur Oppenheimer a inventé et partagé des secrets du programme d'énergie atomique sans jamais les divulguer. Il n'y a pas la moindre preuve qu'il ait fait un usage illégal des données confidentielles qui ont été en ses mains au cours de sa remarquable carrière au service de l'État. Voilà la défense de l'avocat. Bon, c'est vrai. Le 27 mai 1954, donc 3 semaines après la clôture de l'audition, le comité rend ses attendus. Bon, c'est assez long. Il estime Oppenheimer loyal, mais pas exempt de reproches. Par 2 voix contre 1, il recommande de ne pas lui redonner son habilitation, ce qui sera officialisé le 29 juin par l'AEC, la Commission de l'énergie atomique. Alors Oppenheimer, il est affecté par cette décision. Il est très affecté parce que c'est une forme de désaveu de son engagement. Il a quand même eu un engagement profond, et d'ailleurs, même quand il était à la Commission de l'énergie atomique, il avait des divergences stratégiques avec Teller, par exemple, mais il est pour un engagement profond. Alors là, Oppenheimer, donc vous voyez, il reprend une vie scientifique. Là, on le voit dans une conférence un peu plus tard, en février 1958. Je trouve c'est extraordinaire qu'il a... Je ne connais pas une photo sans cigarette ou sans pipe, je veux dire. Et là, il est pourtant aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ça. Et donc, il est dans une conférence et il est invité, mais alors cette fois-ci à faire des conférences beaucoup plus d'intérêt général, de réflexion sur la physique. Il écrit des livres, etc. D'ailleurs, voici ce que dit Freeman Dyson, qui est quelqu'un qui est arrivé comme professeur permanent à Princeton en 1953. Il se souvient, alors c'est souvent après. Oppenheimer était un meilleur directeur après son humiliation publique qu'il ne l'avait été auparavant. Il a passé moins de temps à Washington et plus de temps à l'Institut. Donc c'est bénéfique pour l'Institut de Princeton. Et puis surtout, il ajoute cette phrase, alors qui est intéressante, il a été capable de revenir à ce qu'il préférait faire, lire, penser et parler sur la physique. Effectivement, Oppenheimer va se consacrer à beaucoup de conférences d'intérêt général, de réflexion, etc. sur la physique. Et donc son image négative disparaît. Il est connu, apprécié du public américain. Alors un peu plus tard, en 1961, un collègue d'Oppenheimer, bien connu, qu'on a déjà vu tout à l'heure, Glenn Seaborg, et qui fut un des grands chimistes du projet Manhattan, le plutonium, etc.,
Il sera d'ailleurs prix Nobel 1951, non pas pour ce qu'il a fait à Manhattan, mais tous les travaux de chimie nucléaire qu'il a fait. Il est nommé directeur de l'AEC en 1961. Voilà, il est nommé directeur de l'AEC, l'Atomic Energy Commission. Il y restera 10 ans d'ailleurs. La même année, je ne sais pas si vous vous souvenez, fin 61, est élu le président John Kennedy, à la tête des États-Unis. Kennedy, le 29 avril 1962, Kennedy donne une réception officielle à la Maison-Blanche pour les prix Nobel américains. Et il invite en même temps quelques personnalités qui n'ont pas le prix Nobel du monde scientifique et littéraire. Et donc Oppenheimer, c'est ce qu'on voit sur cette photo, Oppenheimer est invité. Alors c'est une reconnaissance quand même, puisque le gouvernement américain, donc Kennedy. Alors on peut se demander, je vous rappelle qu'à cette époque, Kennedy, il est profondément engagé dans la guerre froide, qui va culminer avec la crise de Cuba d'octobre 1962. Donc il souhaite, il y a toujours de l'humanisme, beaucoup de politique quand on est président, donc il se fait faire oublier les critiques anciennes formulées sur Oppenheimer, et sur les conseils de Seaborg, il décide de lui attribuer à Oppenheimer le prix Enrico Fermi. Alors c'est un prix qui a été créé juste au moment où Enrico Fermi décède, un peu de temps avant sa mort, pour honorer Fermi, puis on va le redonner tous les ans, pas tous les ans, mais annuel. Alors c'est un prix qui est là pour honorer des scientifiques de renommée internationale pour leurs travaux dans le développement, et en particulier dans le développement nucléaire, l'utilisation ou la production d'énergie. Alors ce prix, il est administré par la Commission de l'énergie atomique, Seaborg, mais il est décerné par le gouvernement américain. Alors Kennedy souhaite le remettre personnellement à Oppenheimer. La date prévue est le 2 décembre 1963. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Kennedy est assassiné le 22 novembre. Donc le prix sera remis un peu plus tard par Johnson, le successeur de Kennedy, à Oppenheimer. Voilà, il y a une forme de, si vous voulez, de reconnaissance des engagements d'Oppenheimer du côté du nucléaire. Tout au long de sa vie, Oppenheimer a beaucoup abusé du tabac. Tout le temps. Un cancer de la gorge est diagnostiqué à la fin 1965. Après une chirurgie non concluante, il subit sans succès un traitement par radiothérapie, chimiothérapie à la fin de 1966. Robert Oppenheimer décède à son domicile de Princeton le 18 février 1967. Il avait 62 ans. Il est incinéré et ses cendres sont dispersées en mer au large de sa petite maison sur les îles Vierges. Pour terminer, je vous propose de revenir juste quelques instants en arrière, en 1965. La chaîne de télévision NBC réalise un documentaire intitulé « La décision de larguer la bombe ». Alors, il y a plusieurs interviews d'Oppenheimer, dont celui-ci, qui est interviewé. Il évoque, alors dans cette interview, l'essai de Trinity du 16 juillet 1945. Il se souvient de cet essai, on lui demande ce qu'il en pense, et il se souvient aussi d'autres choses, de ses lectures, de ses études, et surtout de textes hindous. Oppenheimer connaissait beaucoup de textes hindous, qu'il lisait dans leur langue ancienne. Oppenheimer lisait les textes hindous en sanskrit. Il ne les lisait pas dans des traductions, etc. Il avait suivi des cours de sanskrit à Berkeley, etc. Alors, voici l'intégralité de ce court passage du film. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Nous savions que le monde ne serait plus le même. Il parle de l'essai de Trinity. Nous savions que le monde ne serait plus le même. Quelques personnes ont ri,
Quelques personnes ont pleuré. La plupart des gens étaient silencieux. Je me suis souvenu d'une phrase du texte hindou, la Bhagavad Gita. Vishnu essaie de persuader le prince qu'il doit faire son devoir, et pour l'impressionner, prend sa forme aux bras multiples et dit « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Je suppose que nous avons tous pensé cela d'une manière ou d'une autre. Merci de votre attention.